On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous fait découvrir le programme de soudage-montage à l'École professionnelle des métiers. Mais d'abord, on reste dans le domaine de l'éducation et on vous parle de cet enjeu du changement des grilles matières au primaire et au préscolaire. Parlons maintenant des grilles matières du primaire. On parle de l'enseignement de certaines spécialités. C'est un enjeu dont on a discuté ces dernières semaines entre le syndicat de l'enseignement du Richelieu et la commission scolaire des Hautes-Rivières qui souhaite équilibrer son budget et couper environ 1 million de dollars. C'est un débat un peu technique. On va tenter de le vulgariser. D'ailleurs, la semaine dernière, on recevait ici même sur ce plateau la présidente de la commission scolaire, Mme Bouchard, pour expliquer cet enjeu et les autres, là, notamment l'inversion des horaires primaire-secondaire. Mais ça, c'est un autre débat. Il ne faut pas mélanger les deux. Avec nous pour en discuter, la présidente du syndicat de l'enseignement du Richelieu, Jacinthe Côté. Bonsoir et bienvenue. Bon, tout d'abord, puis je le dis vraiment en introduction, il faut démêler les affaires. L'inversion des horaires, le fait qu'en septembre 2017, les jeunes du primaire commencent à 9 h, les jeunes du secondaire vont commencer à 9 h, puis ceux du primaire à 8 h, le syndicat n'a aucun problème avec ça. Non, pour nous, on était d'accord avec l'inversion des horaires. Puis l'inversion des horaires peut avoir lieu sans l'autre débat sur la grille matière. Bon, et on n'a toujours pas de problème avec la semaine de relâche au mois de mars. On va en avoir une cette année, puis on est en train de préparer le prochain calendrier, puis il y a une semaine de relâche aussi. Bon, parlons maintenant de l'enjeu de la grille matière du primaire. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un certain nombre d'heures qui est alloué à l'enseignement des arts plastiques, la musique, l'éducation physique et tout ça au primaire. Et au préscolaire. Et au préscolaire également. Et au préscolaire. Bon, expliquez-nous un peu pour que les gens comprennent bien de quel enjeu s'agit-il. Quel est le changement entre le modèle actuel et le modèle futur? Bon, il y a un changement qui est plus organisationnel. OK? Alors, ça veut dire que la commission scolaire, l'année prochaine, propose un horaire de travail sur 10 jours. Cette année, on est sur 6 jours. Oui. Et l'année prochaine, elle propose 10 jours. Elle propose des périodes d'enseignement de 60 minutes sur 10 jours. Au lieu de 50 minutes? Au lieu de 50 minutes. Aujourd'hui, tous les élèves ont des périodes d'enseignement de 50 minutes. Et l'année prochaine, ce que la commission scolaire propose, c'est des périodes de 60 minutes. Mais qu'est-ce que Jusque-là, ouais, ça va bien. Ouais. Jusque-là, ça va bien. OK? Tout ça, là, c'est pas en soi, c'est pas un problème. Où ça devient un problème, c'est que dans l'organisation, c'est que les élèves ont l'obligation d'être à l'école 25 heures. Par semaine. Par semaine, sur 5 jours. Okay? Donc, sur 10 jours, les élèves doivent être là 50 heures. Et il revient, vous me corrigerez, mais il revient aux écoles, donc au comité école, au conseil d'établissement, de décider de la répartition. Mais avant de décider de la répartition, il faut essayer de voir qu'est-ce que la commission scolaire, dans le fond, comment elle va, le temps qu'elle va donner d'enseignement aux enseignants titulaires, puis qu'est-ce qui va rester d'enseignement de spécialistes. Parce que les élèves sont là, je vais y aller sur un modèle de semaine, de 5 jours, ça va être plus simple. Alors, les élèves sont là sur un horaire de 25 heures dans la semaine. Le titulaire le rencontre 20 heures semaine. Alors, 20 heures sur 25. Sur 25. Alors, la différence qu'il y a on parle de français, anglais, mathématiques. Oui, c'est ça. OK? Pas d'anglais, parce que l'anglais, c'est des spécialités. Alors, le titulaire, l'horaire du titulaire, le nombre d'heures d'enseignement du titulaire est moindre que le temps de présence de l'élève. Oui. Alors, la différence entre le temps où l'élève est là puis qu'il n'y a personne avec le titulaire n'est pas avec lui, on comble ce temps-là par des spécialistes. OK? Oui. Ça va bien jusque-là? Tout à fait. OK. Alors là, la décision de la commission scolaire, c'est d'augmenter le temps d'enseignement du titulaire. D'accord? Alors, elle dit, l'élève va être toujours là 25 heures semaine, mais le titulaire va enseigner plus de minutes que ce qu'il enseigne actuellement. OK? Pour réaliser une économie, c'est ça? Pour réaliser une économie, parce que l'économie ne se fait pas avec les titulaires. D'accord? Parce que là, le titulaire va enseigner plus de temps avec l'élève, mais ça veut dire qu'il y a moins de temps de disponible pour faire de l'enseignement des spécialistes.
Et c'est là l'enjeu. Mais on perd combien de temps? On perd, dans le fond, on va perdre l'équivalent de, les chiffres exacts, excusez-moi, je l'ai ici, OK? Sur un horaire de 10 jours, on perd, on va perdre 40 minutes d'enseignement qu'on perd sur 10 jours. De spécialité. De spécialité. 40 minutes d'enseignement spécialisé sur 10 jours. Sur 10 jours. Et là, le titulaire va enseigner 40 minutes de plus. L'impact que ça a, c'est que le spécialiste va avoir moins de temps de présence avec les élèves, mais pour enseigner les mêmes spécialités. Bon, sur une base annuelle, certains spécialistes parlent, disons, de 25 heures par année dans le modèle actuel, à 18 heures par année. Oui, ça, c'est, dans le fond, c'est nos spécialistes qui sont en musique ou en art pour pouvoir enseigner leur programme actuellement de musique. Ils vont avoir un enseignement pour l'année complète de 25 heures. Et là, l'année prochaine, avec la décision de la commission scolaire, c'est qu'ils vont avoir 18 heures. Et chaque spécialité perd du temps comme ça sur, à chaque année, dans le fait qu'il y ait moins de temps d'enseignement à chaque jour. Alors là, c'est très technique. Mais la grande préoccupation qu'on a au niveau syndical, puis qu'on a partagée à la commission scolaire, c'est que cette diminution de temps d'enseignement des spécialistes, pour nous, ça met en péril l'enseignement des programmes des spécialités, que ce soit les spécialistes d'art, que ce soit les spécialistes de musique, que ce soit les spécialistes d'anglais ou d'éducation physique, parce que c'est l'enseignement qui est donné à nos élèves du primaire, puis l'éducation physique au préscolaire. Mais en quoi une école ou son conseil d'établissement peut-il décider de la ventilation des heures d'enseignement? C'est qu'il appartient au conseil d'établissement de déterminer le temps alloué aux matières. Alors, la commission scolaire, elle, détermine combien il va y avoir d'heures à se répartir entre les spécialistes. OK? Et là, si je vais en période, c'est 9 périodes. Le projet de la commission scolaire, il y a 9 périodes que les 4 spécialités doivent se répartir. Et là, ça va appartenir au conseil d'établissement de déterminer ce temps-là. Donc, une école pourrait dire, nous, chez nous, on veut un peu plus de musique que d'art plastique, ou on veut plus d'art plastique que d'éducation physique, puis on peut jouer là-dedans. Oui, ça, on va pouvoir jouer là-dedans. Mais ce que le projet de la commission scolaire propose, et même là, c'est même plus un projet parce qu'ils ont pris la décision, c'est que là, ils ont déterminé qu'il allait avoir 9 périodes à se déterminer entre les 4 spécialités. Bon, la semaine dernière, la présidente de la commission scolaire, Mme Mouchard, nous dit, écoutez, nous, on doit évidemment se diriger vers un budget équilibré. C'est une mesure qui nous permet quand même de sauver 1 million de dollars. Et elle nous dit, le syndicat n'a pas à craindre, le contrat de travail, la convention collective sera respectée. Mais notre problème, on le sait, là, la commission scolaire, avec son projet, là, elle respecte le régime pédagogique, elle respecte la convention collective, elle respecte la loi de l'instruction publique, elle respecte tous les livres, OK? Mais notre préoccupation, elle est d'ordre pédagogique. Notre préoccupation, là, c'est pas parce qu'on perd des spécialistes, la grande préoccupation qu'on a. La préoccupation qu'on a, c'est que les spécialistes n'auront pas le temps nécessaire pour pouvoir donner un enseignement de qualité à leur spécialité. Avez-vous des comparables avec d'autres territoires au Québec, avec d'autres commissions scolaires, avec vos collègues de la CSQ? Est-ce que vous vous parlez pour dire, bien, je ne sais pas, moi, à Trois-Rivières, à Québec, à Saguenay, à Rouyn-Noranda, ça se passe de telle façon? Je vais vous dire, sur le territoire de la Montérégie, on est partagé. Il y a des commissions scolaires qui appliquent ce que la commission scolaire propose. OK? Il y a des endroits que c'est fait comme ça. Il y a d'autres endroits qu'on a privilégié l'enseignement des spécialités, comme on a fait ici. Là. Ça fait 30 ans qu'on privilégie là, de l'enseignement des spécialistes. Là. Ça fait 30 ans qu'on a fait ce choix-là à la commission scolaire. Antérieurement, c'était dans les différentes commissions scolaires, mais c'était une orientation qui avait été prise même quand la commission scolaire, quand il y a eu les fusions de commissions scolaires, on a maintenu cette orientation-là de favoriser l'enseignement des spécialités. Pourquoi qu'on prend ça, ces choix-là,
qu'on avait fait ces choix-là antérieurement, puis qu'on pense que les motifs sont encore bons aujourd'hui, on diversifie l'offre de formation des élèves, on permet une plus grande persévérance. Il y a des enfants, là, que quand ils parlent de l'école, là, ils vont parler de leur cours d'éducation physique. Ouais. Qu'est-ce qu'ils aiment aller à l'école? C'est pour leur cours de musique. Un autre, ça va être parce qu'ils aiment l'anglais. Un autre, c'est parce qu'ils aiment la musique. Et là, dans le fond, on diminue l'offre de formation à offrir aux élèves. Et en plus, notre plus grande crainte, c'est qu'à très court terme, parce qu'on n'aura pas assez d'heures pour toutes les spécialités, c'est qu'éventuellement, ce seront les titulaires qui auront enseigné probablement les arts plastiques. Et ça ne sera plus des titulaires, ça sera plus un spécialiste qui va enseigner les arts plastiques, ça sera le titulaire qui n'est pas formé pour enseigner les arts plastiques. Alors, pour nous, c'est l'offre de formation, ça aura plus cette diversité, puis n'aura plus cette... Moi, je considère qu'on met en place avec les spécialités qu'on offre actuellement à la commission scolaire, on développe un citoyen à part entière, avec des préoccupations puis des connaissances au niveau de la culture, au niveau du sport, au niveau des langues. Et là, on vient, c'est sur l'élève qu'on fait l'économie, là. C'est l'élève, c'est sur le dos de l'élève qu'on vient économiser 1 million de dollars, puis on vient, en même temps, là, on parle de persévérance scolaire, mais quand on diversifie l'offre de formation, on permet à l'élève de peut-être avoir un intérêt pour venir à l'école. L'élève qui a un peu de difficulté en français, là, s'il est bon en éducation physique, là, l'image de soi est bonne. Là. Hein? Il n'est pas juste en difficulté, il y a des fois qu'il peut performer. Alors, c'est ce volet-là qui, pour nous, est très préoccupant. Et on comprend que la commission scolaire elle a à vivre avec des budgets qui ont été coupés. Et c'est pour ça qu'on a travaillé depuis le mois de septembre, qu'on fait des propositions à la commission scolaire. Et la dernière proposition qu'on a faite, là, on économisait 750 000 par rapport à son million. Je trouvais qu'on avait une proposition qui permettait d'atteindre un intérêt financier, mais notre proposition, ce qu'elle avait d'intéressante, c'est qu'elle permettait de libérer assez de périodes pour pouvoir maintenir nos spécialités. Dernière question. Je m'excuse. Non, ça va pas du tout. Est-ce que ce cadre-là ne devrait-il pas, à la place, être imposé par une politique gouvernementale du ministère de l'Éducation? C'est sûr que si le régime, parce que c'est le régime pédagogique qui détermine le nombre de minutes d'enseignement, si le régime pédagogique prévoyait pour chaque spécialité un temps prescrit, on ne serait pas dans la même discussion parce qu'un temps prescrit, c'est une obligation. Là, il n'y a pas de temps prescrit, il y a du temps indicatif de demander dans l'enseignement. Mais pour nous, au syndicat, puis plus que le syndicat, parce que c'est partagé par l'ensemble des membres que je représente, l'ensemble des enseignants, pas juste les spécialistes, mais aussi les titulaires du préscolaire et du primaire, qui disent, nous, ce qu'on veut, c'est, ça ne nous fait rien, les titulaires, d'enseigner un petit peu plus, si ça nous permet de trouver une proposition qui va permettre aux titulaires d'enseigner comme il faut leur programme. Jacinthe Côté, merci beaucoup. Pour ces précieuses explications, parce que c'est un débat qui n'est pas simple. Bien, c'est pas simple, parce que là, on est vraiment là, dans du technique, là. Mais c'est pas le technique qui nous préoccupait, c'est vraiment la pédagogie. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reste dans le domaine de l'éducation. On vous fait découvrir un programme qui est offert à l'École professionnelle des métiers. Je parle ici de soudage-montage. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de deck hockey. Oui, avec Florence Joiselle et Sébastien Godette de Deck Hockey Saint-Jean-sur-Richelieu. Et ça, c'est une belle passe, hein? Manquez pas ça.
Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Depuis quelques semaines déjà, ici, à cette émission, on vous fait découvrir les différents programmes offerts à l'École professionnelle des métiers de Saint-Jean-sur-Richelieu. Aujourd'hui, on vous parle de soudage et de montage. 4 invités pour en parler. D'abord, Sylvain Scott, qui est enseignant. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné de votre collègue Sylvain Fortin. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et également accompagné de 2 autres élèves, une élève de 2e année qui est au cours, mais le soir, Amélie Laferrière. Bonsoir. Bonsoir. Et accompagné de Antoine Simard, qui, lui, étudie, est un étudiant de première année, mais de jour. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sylvain Scott, apprendre le soudage-montage, qu'est-ce que ça exige? Qu'est-ce que ça demande? Quelqu'un qui nous regarde en ce moment puis qui se dit « je veux peut-être réorienter ma carrière » ou dans un autre cas, on est au secondaire puis on est à la croisée des chemins puis on se dit « ça pourrait peut-être m'intéresser ». Pourquoi ce programme-là pourrait m'intéresser? Bien, tout d'abord, le métier de soudeur, c'est vraiment manuel. Donc, il faut vraiment, puis aussi, il faut penser au contexte. On pense toujours à la poussière et tout ça. Donc, il faut être manuel, mais il faut se retrouver dans un contexte aussi, c'est bruyant pour travailler. Et aussi, il faut vraiment aimer créer. Parce que dans le fond, le soudage, c'est de la création. C'est toi qui, quand tu vas assembler des pièces, tu vas faire du montage. Pour ça, le cours soudeur-monteur. Donc, on fait de l'assemblage. C'est de la création. Donc, quelqu'un qui aime créer des choses, avoir sa signature, parce que dans le fond, quand on fait une soudure, c'est une signature. Donc, quelqu'un qui aime vraiment se démarquer. Donc, s'il fait des belles soudures, bien, il va être remarqué par rapport à d'autres. Donc, donner soudeur, oui, il faut avoir une bonne santé aussi. On le sait, si tu n'as pas trop bonne santé des poumons, mais on sait que l'air n'est pas parfait. Donc, soudeur, c'est un métier quand même qui a des corps étrangers. On a un bon système de ventilation, mais c'est l'étudiant aussi, quand il va aller travailler, il faut qu'il s'attende à avoir toutes des petites contraintes. C'est un métier qui est dur. Mais ce que je comprends, c'est un métier dur, Oui. mais en même temps, ça prend un petit côté artistique, si on veut. Donc, quelqu'un qui aime la création, qui aime faire des choses, bien, c'est vraiment le métier, là. Parce que souvent, le gars qui aime vraiment faire ça, il va travailler dans un emploi, mais chez eux, il va en faire. Il va s'acheter une soudeuse, il va faire un petit atelier, un garage, il va se trouver un petit coin et il va faire de la création, il va faire des petites remorques, il va faire des projets. Donc, c'est tout ça. Sylvain Fortin, en quoi la profession a-t-elle évolué avec les années? Si vous vous reportez au moment où vous étiez vous-même en train de recevoir le cours versus aujourd'hui, est-ce que techniquement, est-ce que ça a changé? Est-ce que la technologie amène un apport nouveau dans la profession ou est-ce que souder en 2016, c'est comme souder en 76? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Le principe de base demeure. La métallurgie va demeurer, mais tout s'est amélioré. Les équipements, beaucoup plus d'électronique, beaucoup plus d'assistance. Les matériaux d'apport, les alliages ont évolué. Des alliages qui sont plus résistants, plus légers, des soudabilités qui sont différentes, qui exigent des procédures de travail plus élaborées. Je vous dirais que le DEP, on forme des travailleurs spécialisés. Ce sont des jeunes qui ont de la théorie. Ils vont appliquer cette théorie-là. On voit souvent le soudeur avec la personne avec le masque dans le visage, mais c'est la dernière étape. C'est la dernière étape parce que ces jeunes-là vont travailler avec des procédures. Ils doivent connaître une base de métallurgie, ils ont des principes théoriques à assimiler avant de diriger ces mains-là. Donc, oui, ça a beaucoup évolué. Le soudeur, c'est quelqu'un qui doit interpréter un plan, un devis, comprendre une partie de métallurgie avant d'exécuter ses soudures. Donc, oui, ça a beaucoup évolué. La technologie bouge vite, les équipements bougent vite, et ces jeunes-là vont connaître des choses que dans quelques années, ça va avoir complètement changé sur le marché. Donc, c'est un marché qui bouge vite. Même si le principe de base de fusion demeure le même. Il y a quand même une évolution technologique au service du métier. Exact. Bon. Amélie, est-ce qu'on parle ici d'un métier non traditionnel? Parce que je ne sais pas sur le nombre d'élèves, mais est-ce qu'il y a beaucoup de filles dans le cours? Non, vraiment. Tu es la seule? Ou presque? Ben, j'ai été la seule pendant 1 an. Puis là, ben, cette année, il y a eu 6 filles, si je ne me trompe pas, en première qui sont rentrées. Quand même. Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Créer. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que moi, quand j'ai soudé pour la première fois, j'ai construit une lampe.
Fait que, tu sais, j'ai pu voir tout de suite tu pars d'un matériau comme seulement une feuille de métal ou juste une barre. Puis là, bien, dépendamment, quand tu applies, quand tu soudes, ça devient de plus en plus un objet. Puis c'est ça que j'ai aimé, tu sais. C'est vraiment que qu'est-ce que tu as dans ta tête, tu vas pouvoir le créer, puis tu vas pouvoir le voir, puis tu sais, tu vas pouvoir l'utiliser aussi. Ça c'est ce qui m'a attiré beaucoup. Quand tu es sorti de l'école ou sorti du secondaire, est-ce que tu t'orientais vers autre chose? Qui t'a fait découvrir la soudure? Ben, Est-ce que c'était un orienteur? Non, je m'enlignais plus comme. Dans le fond, j'ai toujours cherché comme plus quelque chose qui va me permettre d'être active pendant la journée. Je voulais pas un job où ce que j'allais rester assise devant un écran, que tu sais, j'allais vraiment pouvoir m'activer, tu sais, physiquement, travailler. Là. Puis la soudure, ben ça donnait comme par hasard comme ça. Un de mes amis m'a proposé de venir l'aider justement pour créer la lampe. Puis en l'aidant, ben, j'ai vu c'est quoi qu'il faisait vu que lui il était déjà dans le métier. Puis j'ai juste tripé tout de suite comme ça, puis ça m'a pas lâché depuis. Là. Et de savoir que c'est un métier où majoritairement ce sont des hommes, est-ce que ça t'intriguait? Est-ce que ça t'effrayait un peu? Un peu des deux, tu sais, parce que je me demandais, j'avais peur de me retrouver toute seule de fille parmi tous les gars, mais en même temps, je m'intriguais à savoir, tu sais, ça va être quoi la dynamique rendue là? Est-ce que les gars vont être gentils? Est-ce qu'ils vont être méchants? Est-ce que... Puis finalement, sont-ils pas pires? Ils sont pas pires. Ils sont gentils, mais tu sais, ça dépend toujours des jours, hein? Et parfois... Ça, c'est comme ça. partout. Oui, c'est ça, c'est partout. Antoine, donc toi, tu es à ta première année, donc ça fait quelques mois là, que tu as commencé ton cours. Dans ton cas, à toi, qu'est-ce qui t'a orienté vers la soudure? J'avais aucune orientation avant. Ce qui m'a attiré là, justement, c'est simplement le fait qu'on m'en a parlé. Moi, avant, j'étais plongeur, ma job étudiant, dans le fond. J'étais plongeur. Le cuisinier, en tant que tel, il me parlait beaucoup. Ça faisait 3 ans que j'étais là. Comment je fais ça? Je le connaissais beaucoup amicalement. Il me parlait beaucoup de sa fille. Justement, sa fille est soudeuse. Elle a fait un DEP à Montréal. Il m'en parlait avec grande admiration, qu'on peut dire. Le fait qu'il m'en parlait, ça me donnait le goût de vouloir essayer. Je me suis inscrit. Mon père a vraiment été content, justement. Il m'a beaucoup recommandé des métiers. Quand j'ai essayé, j'ai apprécié. Comment je faisais ça? J'ai vraiment aimé ça. C'est comme si c'était fait pour moi. Là, je me suis adapté au milieu. Et là, jusqu'à date, tu n'es pas déçu? Là. Non, vraiment pas, Comme vraiment ça? pas. Ouais. Comme ici présent, ce qu'elle a dit, j'aime créer aussi. Je suis artistique. Je dessinais beaucoup quand j'étais jeune. Récemment, justement, j'ai fait un dé. Moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est la forme de la fin. La réalisation que j'ai pu créer. Je le regardais, j'étais fier de moi. J'ai fait quelque chose de ma propre main que je vais pouvoir peut-être même offrir à quelqu'un, puis la personne qui va le recevoir va l'apprécier. Ouais. Mais ça, c'est un côté quand même qu'on sous-estime du travail, parce que pour un néophyte comme moi qui ne connaît pas vraiment le métier, tu dis, bien, soudeur, on leur passe une commande, il faut qu'ils soudent quelque chose ensemble, puis c'est ça le métier, comme disait tantôt, on a le masque, puis bon. Mais j'écoute les deux étudiants ici, le côté créatif semble prendre une part hyper importante de la passion du métier. Dans l'industrie, puis souvent, quand on fait nos visites de stage, quand on va voir nos élèves en stage, ils commencent. Là. Et moi, il y a déjà une année, un étudiant avait commencé, il a fait son stage, puis à la fin de son stage, il travaillait chez une compagnie d'ici, la région, Tremcar. Et il a commencé à assembler les citernes. Il finissait son stage, puis il avait déjà mis sa ligne de production pour assembler, écoute, des citernes là, de 6-7 pieds de diamètre. Il les met bout à bout avec le crin qui arrive avec le treuil, il vient placer les morceaux, il taxe ça, il dit « Hey Sylvain, regarde, c'est ça que je fais, je finis mon cours, je suis déjà sur une ligne. » C'est impressionnant. Et le jeune, écoute, lui-même, ça le valorise. Et quand il montre ça aux autres, écoute, ça donne le goût de t'inscrire et puis de dire « Hey, je vais faire des gros projets. » Et c'est pour ça, ça peut être autant des petites pièces que faire des structures monumentales. Là. Sylvain Fortin, c'est quoi les requis pour être admis dans un programme de DEP en soudage, montage? Le prérequis de base, c'est anglais, français, mathématiques, secondaire 4. Nous, on pousse fort pour avoir le secondaire 5. Le secondaire 5 permet aux jeunes de continuer plus tard à étudier, puis avoir 16 ans. Ça, c'est les 2 prérequis de base. Nous, en soudage-montage, c'est sûr que la qualité de base, je dirais, c'est la coordination visio-motrice. Ça, c'est important, parce que quand on a le masque sur la tête, tout disparaît. Tout disparaît. Il y a seulement la mémoire
si on veut, du gestuel, de se rappeler de notre joint, parce que quand on soude, on voit seulement le rayonnement de l'axe, une petite partie, puis la pièce, tout l'environnement disparaît. Donc, la coordination, organisation, très important, débrouillardise, travailler en équipe, savoir communiquer, c'est toutes des choses qu'on oublie de dire à nos jeunes. Là, vous avez 2 groupes de jour, 2 groupes de soir, donc 4 groupes au total. Oui. En Montérégie, est-ce que le programme est offert ailleurs, si vous êtes pas mal les seuls? Non, non, à Montérégie, il y a d'autres. Il y a d'autres endroits. Est-ce que le programme est contingenté ou est-ce Non. qu'à chaque année, vous avez de l'espace pour des inscriptions? Bon, on travaille. Il faut quand même travailler fort pour aller chercher des inscriptions. Parce que OK. les jeunes sont souvent mal informés au secondaire. Des fois, on rencontre des jeunes puis ils n'ont jamais entendu parler des métiers. Même il y a des jeunes au secondaire qui ont de la misère à savoir qu'il y a des métiers qui se font ici à Saint-Jean, qu'on offre des métiers. Donc, c'est pour ça qu'on est ici ce soir, pour vraiment promouvoir la formation professionnelle à Saint-Jean. Là, Amélie, toi, tu vas commencer ton stage bientôt. Oui, bientôt. Mais Est-ce que c'est déjà décidé? ben dans le fond, moi, je vais le faire à ma job, vu que je travaille déjà comme soudeuse dans une industrie pas loin d'ici, d'ailleurs. OK. Et là, toi, qu'est-ce qui te reste à apprendre d'ici la fin de ta 2e année en soudage, montage? Certains procédés de soudage, tout ce qui va être de montage, d'assemblage moyen à compliqué. Donc, je vais faire 2 poêles comme de foyer. Je vais faire un trailer aussi. Puis, si je me souviens, je pense que c'est pas mal, c'est pas mal là-dedans. Puis toi, Antoine, qu'est-ce que tu as appris jusqu'ici, là, en quelques mois? Plein de choses. C'est remarquable, tout ce qu'on peut apprendre là-dedans. C'est, comme on dit, c'est très manuel, donc j'en apprends chaque jour. C'est simple. Et toi, le bruit, la poussière, ça te fait pas peur? Non. Il faut être manuel, c'est le but du travail. Bien, à vous 4, merci infiniment. Félicitations. Bonne chance pour la suite. Puis bonne chance également là, dans vos carrières futures. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. La Fondation Santé au Richelieu-Rouville nous informe qu'elle a reçu un don testamentaire de 100 000 d'un monsieur qui est décédé à l'âge de 88 ans, qui a terminé ses jours à la maison de soins palliatifs. Il n'avait pas vraiment de descendants. Il s'appelle Mario Lesquevo et il a donné 100 000 à la Fondation. Bravo. À demain. Bye-bye.